Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information. Bienvenue à toutes et à tous. Dans les titres, remise officielle de 3 ambulances au groupement des sapeurs-pompiers au centre hospitalier départemental CHD Mono-Koufo par le préfet du Mono. Un geste qui entre dans le cadre de l'amélioration de la qualité des soins de santé aux populations de ce département. Dans cette édition, nous nous intéresserons également à la cause des personnes vulnérables. À cet effet, nous recevrons sur ce plateau dans un instant la sœur Léonie Dochamou. Elle est la directrice exécutive du service des sœurs pour la promotion humaine des oblates catéchistes, petites servantes des pauvres. Et puis hors de nos frontières, dans certaines régions de la France, les populations peinent à obtenir un créneau pour la 3e dose du vaccin. En cause, la pénurie des médecins dans les centres de vaccination. À nouveau, bienvenue. Je l'annonçais dans les titres, j'ai sur ce plateau la sœur Léonie Dochamou. Elle est la directrice exécutive du service des sœurs pour la promotion humaine des oblates catéchistes, petites servantes des pauvres. Ma sœur, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, chers journalistes. Alors, avec vous, nous nous intéresserons à la lutte que mène votre institution en faveur des couches défavorisées. À cet effet, vous avez institué un débat sur les droits des personnes handicapées mardi dernier avec plusieurs partenaires en présentiel et en ligne. Dites-nous, ma sœur, qu'est-ce qui justifie le bien fondé d'une telle initiative? Au fait, cette initiative s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale des personnes handicapées, célébrée dans le monde entier le 3 décembre. Et donc, dans le cadre de ces actions, nous avons voulu organiser un plaidoyer en ligne avec tous nos partenaires sur justement la question des personnes handicapées, surtout les décrets d'application de la loi portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin. Voilà, et donc sur ce plateau, nous avons eu deux panels, un sur l'employabilité, l'autre sur l'inclusion, tous pour montrer à toutes les populations que le regard que nous portons sur les personnes handicapées doit changer. Et ensuite, pour que ce regard puisse changer et que chacun puisse jouer sa partition, que l'État fasse le dernier pas, l'État béninois, le chef de l'État, en prenant les décrets d'application de la loi portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin. Cette loi votée par l'Assemblée et promulguée par le chef de l'État, ça fait déjà 4 ans. Alors, au cours de cette rencontre, il y a eu des témoignages des personnes handicapées. Vous les soutenez dans leur formation et pour leur insertion professionnelle. Dites-nous d'où vous détenez les ressources nécessaires pour mener toutes ces actions à l'endroit de ces personnes handicapées. Au fait, nous soutenons les personnes handicapées sur l'étendue du territoire. Nous avons dans notre base près de 800 personnes handicapées, enfants et jeunes, que nous soutenons sur tous les plans. Scolarité, les interventions chirurgicales, mais également l'employabilité. En termes de ressources, nous avons un partenaire, c'est vrai, Fondation Liliane, mais également nous avons beaucoup de personnes qui interagissent. Nous travaillons en lien avec Handicap International et avec la Croix-Rouge, le CICR, mais nous avons également des initiatives parce que, quels que soient les partenaires que nous avons, nous démontrons également que les Béninois sont solidaires. Et donc nous avons l'opération Urgence Solidarité mensuelle, 25 francs, c'est-à-dire nous demandons à chaque Béninois de bonne volonté de bien vouloir nous donner 25 francs tous les mois. Et c'est justement le jeune qui a été sur ce plateau le jour-là. L'exploitant agricole a été entièrement financé par les Béninois à travers l'opération Urgence Solidarité mensuelle. 25 francs, une initiative pour permettre d'aller au secours ici et maintenant du frère ou de la sœur en difficulté
sans trop de complications, mais en collaborant juste avec les services sociaux de l'État ou nos points focaux sur le terrain. Alors, vous venez de le dire, il y a eu des partenaires un peu partout. Il y a également les Béninois Landa, le Béninois Landa qui contribue à vos actions. Oui. Quelles sont vos relations avec l'État béninois? Au fait, l'État béninois encourage nos actions déjà en nous accordant, nous avons un accord cadre avec le gouvernement béninois qui facilite le partenariat et également tout ce qu'on achète dans le cadre du travail. Mais ensuite, nous avons notre ministère de tutelle, comme j'aime bien le dire, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Et donc, on travaille également en synergie et en complémentarité, puisque tout ce que nous faisons, c'est pour les Béninois et on est Béninois aussi. Ensuite, nous avons le ministère des enseignements maternels et primaires. Parlant de l'inclusion, nous travaillons beaucoup avec ce ministère et en lien avec Handicap International, on a organisé également des formations pour les différents secteurs de l'enseignement maternel et primaire, pour vraiment que tout le monde entre dans cette danse-là liée à l'inclusion des personnes handicapées. Alors, avant de boucler ce petit entretien, ma sœur, dites-nous votre mot de fin. Mon mot de fin, c'est que les personnes handicapées sont des sujets dignes de respect et non des objets pour susciter la pitié ou la compassion de qui que ce soit. Et mon mot de fin, c'est de demander au chef de l'État de bien vouloir prendre ces décrets d'application qui vont permettre vraiment à tous les acteurs d'agir ensemble en lien avec l'État et en lien avec le second programme d'action du gouvernement, d'accord, le second le PAG actuel, et de contribuer vraiment et que de la famille jusqu'au niveau des instances de ce pays, que la personne handicapée soit vraiment respectée dans ses droits. Et dans sa dignité. Merci, ma sœur Léonie Dochamou. Je rappelle que vous êtes la directrice exécutive du service des sœurs pour la promotion humaine des oblates catéchistes, petite servante des pauvres. Restez avec nous pour la suite de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Ce journal se poursuit. Le vice-grand chancelier du Bénin, Falilou Adissa Akadri, a décoré hier matin le professionnel des médias Edouard Loko, élevé à la dignité du grand officier de l'Ordre national du Bénin. Il était jusqu'alors commandant de l'Ordre national du Bénin. C'était au cours d'une cérémonie fort simple qui s'est déroulée à la grande chancellerie du Bénin. C'est un reportage signé Aimé Juste Desfodji. Et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons grand officier de l'Ordre national du Bénin. C'est donc désormais officiel après sa nomination par décret présidentiel numéro 2021-202 du 7 mai 2021 en tant que grand officier de l'Ordre national du Bénin. Edouard Loko, l'ancien vice-président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC, a un parcours académique et professionnel qui force l'admiration. Au plan académique, il est nanti d'un certificat de formateur en journalisme obtenu à Lille en France et d'un master 2 en gestion des entreprises de presse. Le récipiendaire a été aussi, entre autres, le président de l'ODEM et du patronat de la presse béninoise. Déjà, en 1992, vous fondez et dirigez la publication du satirique Le Marin. En 1994, vous êtes membre fondateur et rédacteur en chef du premier quotidien béninois Le Matin. En 1995, vous créez l'hebdomadaire Progrès Hebdo, qui plus tard devient le quotidien Le Progrès. En 1996, avec certains amis, vous mettez sur pied un autre quotidien dénommé Les Échos du Jour. Et en 2009, vous êtes élu conseiller au sein de l'institution de régulation des médias,
et désigné vice-président pour la mandature 2009-2014. À la fin de votre mission, vous êtes nommé directeur général adjoint du groupe de presse Eden TV Diaspora FM, poste que vous occupez jusqu'en 2015. Edouard Loko est depuis 2016 le chargé de mission du président de la République Patrice Talon et responsable de la communication média du gouvernement. Le désormais grand officier de l'Ordre national du Bénin est reconnaissant et conscient de la responsabilité qui s'attache à cette distinction. À côté de l'exigence républicaine d'exemplarité que m'impose cette dignité, il y a aussi le devoir moral de fidélité et de dévouement au grand maître de l'ordre. Je m'engage à me montrer digne de cette élévation. Edouard Loko est le deuxième journaliste béninois à être élevé à la dignité de grand officier de l'Ordre national du Bénin après Louis Ronkanrin, décoré à titre posthume en 1964. Le préfet du Mono a procédé ce mercredi à la remise de 3 ambulances au groupement des sapeurs-pompiers et au centre hospitalier départemental CHD Mono Koufo, fruit de la plaidoirie du préfet Bienvenu Milorin pour l'amélioration de la qualité des soins de santé aux populations de ce département. La remise des véhicules s'est déroulée à la préfecture de Lokossa. Les précisions, c'est avec Jonas Bouchi. L'amélioration de la qualité des soins de santé aux populations implique également la disponibilité d'efficaces matériels de travail. L'ONG Seal of Hope vient de répondre favorablement à l'une des requêtes du préfet du Mono dans sa quête de bons soins de santé aux populations de son département. Une œuvre salvatrice à laquelle le responsable de cette ONG se voit honoré d'y être associé. Remercier le gouvernement à travers le préfet, qui est un ami, lui dit vraiment merci pour sa détermination, sa volonté inébranlable de faire du département un endroit où il fera bon vivre pour tout un chacun. Je suis d'autant plus heureux que je suis du département moi-même. Il a sollicité les ambulances. D'ici à là, nous allons pouvoir aussi aider dans le domaine de l'eau potable, de la lutte contre le paludisme. Nous avons du matériel pour ça. 3 ambulances, dont 2 destinées au groupement des sapeurs-pompiers du Mono et une au CHD Mono Koufo. Voilà pour l'instant la réponse de l'ONG Seal of Hope au cri de cœur du préfet du Mono. Bienvenu Milorin profite de l'occasion pour renouveler son appel à d'autres bonnes volontés. C'est un début et nous espérons que, au-delà de l'ONG qui nous accompagne, c'est lieu pour nous d'appeler les autres forces vives du département et bien entendu du pays à venir nous aider également à combler le vide en attendant l'arrivée de l'État. L'État fait déjà beaucoup, mais le développement c'est une affaire de nous tous et c'est ensemble que nous allons conjuguer les efforts pour franchir ce pas. Au nom des bénéficiaires, le directeur du CH de Mono Koufo et la responsable du groupement des sapeurs-pompiers du Mono remercient le donateur et le préfet Bienvenu Milorin. Au nom de la hiérarchie militaire en général, au nom du commandant du groupement national et du personnel de la compagnie départementale de sapeurs-pompiers du Mono, je vous dis merci pour cette noble pensée. Merci déjà pour ce que vous faites et pour ce que vous continuerez à faire pour nous. Monsieur le donateur, vous faites aujourd'hui œuvre utile. Grâce à cette ambulance, nous aurions sauvé des vies humaines. Dieu vous le revaudra. Et je sais que vous ne vous arrêterez pas en si bon chemin. Nous sommes toujours là à tendre la main tant que nous en aurions besoin. Cette remise des ambulances est intervenue au terme de la dernière conférence administrative départementale de 2021 dans le département du Mono. Les travaux de l'Assemblée régionale de la Warma-Karn-TB ont été lancés mercredi. Un atelier qui permettra aux participants de partager les expériences en matière de lutte contre la tuberculose dans la sous-région. Samson pour les détails.
Ils sont venus de plusieurs pays de la sous-région pour participer à cette 6e réunion annuelle des coordonnateurs des programmes nationaux de lutte contre la tuberculose et des chefs de laboratoire. Une initiative du réseau One County B avec le soutien des partenaires techniques et financiers. La présente rencontre consacre 2 événements. Premièrement, la réunion annuelle des coordonnateurs du One County B les 15 et 16 décembre 2021. Et deuxièmement, l'atelier de travail du Fonds mondial sur le partage des bonnes expériences en matière de dépistage et de prévention de la tuberculose dans les régions de l'Afrique de l'Ouest et du Centre les 17 et 18 décembre 2021. Le bureau de la représentation de l'OMS au Bénin, en étroite collaboration avec nos collègues du bureau régional et ceux du siège, continueront à vous apporter sans relâche tout le soutien nécessaire pour l'amélioration de la performance du programme national de lutte contre la tuberculose PNT et du laboratoire de référence supranational pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, basé ici à Cotonou. Pendant 4 jours, les participants partageront des enseignements et des expériences des uns et des autres en matière de lutte contre la tuberculose. À leur endroit, le représentant du ministre de la Santé a sollicité une attention soutenue aux travaux. Je voudrais saisir l'occasion pour demander à tous les partenaires de continuer à soutenir et de promouvoir la croissance du One County B, cette formidable initiative régionale qui offre une opportunité unique de mener avec une efficacité certaine des actions coordonnées pour l'éradication effective de la tuberculose dans notre sous-région. Je vous invite tous à participer activement aux échanges afin que notre région continue sa progression dans le sens des objectifs de la stratégie mondiale NTB. À l'issue de cette réunion, des perspectives seront envisagées avec une feuille de route bien précise pour la mise en œuvre des prochaines activités du réseau. Les ministres en charge de la prévoyance sociale des 17 États membres de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale sont à Cotonou pour prendre part aux travaux de la 31e session ordinaire du Conseil des ministres. C'est le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale qui a officiellement lancé hier matin les travaux à Cotonou. Clémence Tonoucoin pour le compte rendu. Les travaux de la 31e session ordinaire du Conseil des ministres de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale CIPRES ont démarré ce matin après 2 jours de réunion du comité des experts. La ministre béninoise du Travail et de la fonction publique, présidente en exercice du Conseil, a laissé entendre que la principale motivation de l'institution est une meilleure couverture sociale des populations contre la survenue des risques sociaux. Elle nourrit l'espoir que les résultats des travaux de la présente session vont insuffler une nouvelle dynamique au CIPRES pour le bien-être des populations. Cette session nous permettra assurément de poursuivre nos réflexions sur le devenir de la sécurité sociale dans nos pays respectifs, ainsi que sur les stratégies et les politiques à mettre en œuvre pour assurer la protection de nos populations contre les risques sociaux. Je nourris l'espoir que les résultats issus de ces assises favoriseront davantage le rayonnement de notre institution commune, la CIPRES. Représentant le chef de l'État, le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale estime qu'il y a encore du chemin à faire, le taux de couverture sociale n'étant que de 10% dans la zone CIPRES. Il invite à la recherche de solutions simples pour améliorer ce taux. Notre conférence doit être en mesure de proposer des solutions simples, innovantes, qui prennent appui et inspirent les réalités socio-économiques de nos pays. Des mesures qui, in fine, doivent impacter qualitativement et quantitativement le niveau de vie du plus grand nombre dans nos pays. À cet égard, c'est le lieu de vous informer que les présentes assises se tiennent à quelques jours d'une révolution sociale fondamentale dans notre pays, ici au Bénin. En effet, après la phase expérimentale réalisée avec succès, l'assurance maladie sera rendue obligatoire dès les premiers jours de 2022, ici au Bénin. Par conséquent, je puis vous assurer que le gouvernement du Bénin scrutera avec intérêt
les résultats de vos assises. Et je ne doute point que le même exercice sera fait par tous les gouvernements des pays membres. Les travaux de cette session durent une journée. La transvaluation de la gouvernance budgétaire et comptable au Bénin à l'aune du système intégré de gestion des finances publiques. C'est autour de ce thème que s'est tenue hier à Cotonou la 12e revue des finances publiques. Cette séance d'échange a connu la présence des cadres du ministère de l'économie et des finances. On retrouve Clémence Tonoucoin pour le point. Cet exercice annuel du ministère de l'économie et des finances permet d'évaluer les progrès réalisés et les faiblesses notées dans la mise en œuvre des réformes visant à assainir la gestion des finances publiques. Les présentes assises ne dérobent pas à cet objectif. À travers les différentes présentations qui seront faites, la présente revue permettra d'évaluer la série d'actions engagées pour améliorer la performance du système de gestion des finances publiques, de faire des recommandations et d'identifier de façon consensuelle les perspectives. Au cours de cette revue, un point exhaustif du niveau de mise en œuvre du plan d'action 2021, qui est une déclinaison séquentielle du plan global des réformes de gestion des finances publiques prorogé sur le biennal 2021-2022 sera fait. De plus, les grandes réformes intervenues au niveau des organes de contrôle, des régies financières et des collectivités territoriales feront également objet de présentation. Le chef de file des partenaires techniques et financiers a saisi l'occasion pour insister sur la nécessité d'accélérer les réformes. La réforme en cours de la gestion des finances publiques, notamment le basculement progressif en mode de budget-programme et l'adoption de la méthodologie de la gestion axée sur les résultats, constitue donc un facteur essentiel de l'amélioration de la performance et de la transparence du système de gestion des finances publiques au Bénin. L'accent étant mis sur les résultats de développement et notamment en faveur de la population la plus défavorisée, y compris les enfants et les femmes. Le Bénin a entamé depuis 2013 sa marche vers la gestion des finances publiques en mode programme. La présente revue intervient à un moment crucial de ce processus. L'organisation de cette 12e édition de la revue des finances publiques sur le thème central, la transvaluation de la gouvernance budgétaire et comptable au Bénin à l'aune du système intégré de gestion des finances publiques intervient à la croisée des chemins. En effet, notre pays a pris toutes les dispositions pour basculer à la gestion en mode programme dès le 1er janvier 2022. Cette même année consacrera la fin de l'exécution du programme global de réforme de gestion des finances publiques prorogé et le démarrage de l'élaboration d'un nouveau plan global. Ce basculement en mode programme présente deux objectifs. Il s'agit de l'amélioration de l'efficacité de l'action publique pour le bénéfice de tous et l'instauration d'une véritable transparence dans la gestion publique en rendant plus lisibles les documents budgétaires pour le Parlement et le citoyen. Les demandes de rendez-vous pour la 3e dose du vaccin se multiplient. Eh bien, nous sommes hors des frontières béninoises, mais de nombreux Français rencontrent des difficultés à obtenir un créneau. Une campagne vaccinale ralentie dans certaines régions où il est très difficile de trouver un médecin pour se faire vacciner. Suivez ce reportage de nos confrères de RT France pour vous en convaincre. Restaurants, boulangeries, commerces ou encore pharmacie, dans ce petit village de 700 âmes, tout est présent, ou presque. Voilà maintenant 7 ans que cette commune de Gironde est à la recherche de médecins généralistes afin de remplacer ceux partis à la retraite. Le maire de la ville a même acheté un local refait à neuf pour qu'il puisse s'établir sur place. Voilà, donc ça c'est un des locaux qui est prévu pour être aménagé pour un nouveau médecin. Alors évidemment, pour l'instant, il est un peu vide puisque le mobilier et les équipements, le détail des équipements est à voir avec chaque médecin, évidemment, au desiderata de chacun. Malgré tous les efforts consentis, les recherches restent vaines. La majorité des jeunes médecins font le choix de la ville au détriment de la campagne.
Les médecins étant rares, eh bien, certains ont, enfin tous même, ont des exigences. Certaines de ces exigences sont parfaitement compréhensibles. Par exemple, concernant leur temps de travail, ça c'est parfaitement compréhensible et admissible. Mais ils cherchent aussi la possibilité d'avoir des lieux de spectacle, des équipements sportifs, etc., qui n'existent pas toujours, ou du moins qui ne sont pas à proximité immédiate dans les villages, et même dans les villes moyennes d'ailleurs. Face à cette pénurie de médecins français, une des solutions est de faire appel à des médecins étrangers, avec le même manque de réussite. En début d'année 2021, on a eu une proposition d'un médecin rwandais qui était prêt à venir s'installer dans notre cabinet médical. Le seul problème, c'est qu'il n'avait pas travaillé pendant 2 ans en milieu hospitalier français, qu'il n'avait pas de référence. Donc impossible pour lui de prendre son poste de médecin libéral à Goriac. Sans praticien dans le village, le premier réflexe des habitants est de se rendre en pharmacie. Une pharmacie qui a dû mettre en place une cabine de téléconsultation. Malheureusement, cela n'est pas suffisant pour pouvoir gérer tous les patients. Il faut donc faire plusieurs kilomètres pour trouver un médecin qui peut accepter une nouvelle clientèle. Une solution alternative difficile, voire impossible pour certaines personnes. On a beaucoup de patients qui ont énormément de mal à trouver, même en se déplaçant à 10, 15, 20 km. Les médecins sont surchargés, donc ils ne veulent pas d'eux. Il faut attendre très longtemps avant d'avoir un médecin traitant. Donc c'est vrai que pour nous et pour nos patients surtout, pour la continuité des soins, c'est assez important de pouvoir trouver quelqu'un pour être sur la commune. Et pour cela, le gouvernement a prévu un plan d'accès aux soins nommé Ma Santé 2022, en développant les stages de médecine générale ou en versant des primes aux étudiants. L'objectif, inciter les jeunes praticiens à s'installer dans les déserts médicaux et permettre à des communes comme Goriac de trouver son nouveau généraliste. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes digitales, Facebook, Twitter, YouTube et sur notre site internet www.benin-eden.tv.